I can hear you. Je vous entends. I can hear you. The rest of the world hears you. And the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Le reste du monde vous entend. Et les gens qui ont mis ces tours à terre vont bientôt entendre parler de nous tous. 14 septembre 2001, le président américain George W. Bush est à New York au milieu de pompiers et de policiers dans les décombres du World Trade Center. Le monde diplomatique de septembre 2021 aborde indirectement le 11 septembre avec son dossier centré sur le conflit afghan. Vers la fin des guerres sans fin, c'est le titre de ce dossier, à retrouver en kiosque ou sur notre site. Quelques mois après les attentats de 2001 aux États-Unis et l'intervention militaire consécutive en Afghanistan, le président américain George W. Bush prononce son discours sur l'état de l'Union. Nous sommes en janvier 2002. À ce propos, George Bush semble préparer ses concitoyens à une nouvelle phase dans la guerre contre le terrorisme. Lors de son discours sur l'état de l'Union hier soir, il en a fait menacer 3 pays, l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, qui cherchent, selon lui, à se doter d'armes de destruction massive. 4 groupes islamistes sont également dans sa ligne de mire. Mr. Speaker, the President of the United States. Certains gouvernements vont se montrer timides face au terrorisme. Mais rassurez-vous, s'ils n'agissent pas, l'Amérique agira. Notre but est d'empêcher les régimes qui soutiennent le terrorisme de menacer les États-Unis ou leurs alliés avec des armes de destruction massive. Certains d'entre eux ont été plus discrets depuis le 11 septembre, mais nous connaissons leur vraie nature. La Corée du Nord est un régime qui se dote de telles armes et de missiles, tout en affamant sa population. L'Iran poursuit son programme d'armement, tout en exportant la terreur et en réprimant les Iraniens et leur soif de liberté. L'Irak continue d'afficher son hostilité envers l'Amérique. Et pour soutenir le terrorisme, le régime irakien cherche en secret à développer de l'anthrax, des agents innervants et des armes nucléaires depuis plus d'1 décennie. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Ces États, avec leurs alliés terroristes, constituent un axe du mal qui menace la paix mondiale. En cherchant à développer des armes de destruction massive, ces régimes représentent un terrible danger, un danger grandissant. Ils pourraient fournir des armes à des terroristes, leur donnant ainsi les moyens de leur haine. Ils pourraient attaquer nos alliés ou tenter de faire du chantage aux États-Unis. Dans tous les cas, le prix de l'indifférence serait catastrophique. Ce discours célèbre a inspiré à Harp ce morceau, Axis of Evil, l'axe du mal. I had heard about. Les conséquences du 11 septembre sont immenses, notamment du point de vue du droit et y compris en France, où l'on ne compte plus les lois justifiées au nom de l'antiterrorisme. Or, depuis le début de l'année 2020, c'est en vertu d'autres circonstances exceptionnelles qu'on légifère. Nous parlions du pass sanitaire avec l'avocat Raphaël Kempf dans le podcast de septembre. Cette double actualité, l'anniversaire du 11 septembre d'un côté et de l'autre les dispositifs législatifs exceptionnels inventés pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ont motivé le choix de l'archive du mois. Un texte du philosophe italien Giorgio Agamben, publié dans Le Monde diplomatique de janvier 2014 et intitulé «
Comment l'obsession sécuritaire fait muter la démocratie. Raphaël Kempf a accepté de lire et de commenter ce texte d'Agamben, un texte historique et philosophique qui permet peut-être de mieux cerner la mutation en cours, la mutation biopolitique, pour parler comme Agamben. La lecture intégrale de ce texte par Judith Henry est à retrouver dans le journal audio. Quelques extraits de cette lecture entrecoupent la discussion qui va suivre avec Raphaël Kempf, discussion qui débute par un rappel du contexte législatif de l'époque en France. Alors en France, 2001, c'est la loi sur la sécurité quotidienne Raphaël Kempf. Qui est initiée avant les attentats du 11 septembre par le gouvernement socialiste à l'époque qui se dit, à mon avis à tort, qu'il doit courir après la droite sur le thème de la sécurité et de l'insécurité. Il y aura des amendements, des dispositifs tout à fait problématiques sur, par exemple, l'occupation des halls d'immeubles, où tout d'un coup, on va se dire que l'un des problèmes importants de la société française en 2001, ce sont les jeunes hommes des quartiers populaires qui discutent et tuent le temps en bas de leurs immeubles, et on se dit qu'il faut pouvoir criminaliser l'occupation des halls d'immeubles. C'est aussi une loi qui va créer un dispositif spécifique contre les teufs et les rave-parties, le fameux amendement Mariani, un dispositif qui a été utilisé encore récemment, notamment à Rennes, enfin dans la région de Rennes, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2001, où on a déployé des dispositifs policiers absolument phénoménaux pour emmerder des gens qui font une fête, quoi. Enfin, c'est ça la réalité. Donc, loi de sécurité quotidienne de 2001 qui va étendre le champ d'application de ce qu'on appelle le FNAEG. Le FNAEG, c'est le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Autrement dit, le fichier ADN. Aujourd'hui, il est acquis par à peu près tout le monde dans ce pays que si vous allez en manif avec une paire de lunettes dans votre sac, eh bien, vous pouvez être fiché dans le fichier ADN. À l'époque, lorsque le fichier est mis en place, en 98, on dit non, ce sera réservé uniquement aux délinquants et aux criminels sexuels. Donc encore une fois, on fait un dispositif d'exception, un fichier de police absolument considérable qui retient votre empreinte génétique, qu'on va réserver uniquement à certaines personnes. La loi de 2001 va étendre un peu le champ d'application de ce fichier, qui par la suite visera quasiment toutes les catégories de crimes ou de délits. Et donc on voit bien à travers cette loi qu'il y a une extension de mesures d'exception qui sont proposées. Mais venons-en aux attentats du 11 septembre 2001, qui interviennent pendant le débat, la discussion sur cette loi, et tout d'un coup, le gouvernement, les parlementaires se disent « il faut faire des lois contre le terrorisme. Il faut mettre des articles contre le terrorisme » dans cette loi qui est alors en discussion, avec cette idée permanente qui est de se dire « si on n'arrive pas à lutter contre le terrorisme, c'est que notre système juridique est insuffisant », qui à mon avis, moi, est un postulat de départ qui est profondément discutable en se disant on va agir sur le système juridique pour faire face à un problème comme le terrorisme. Mais alors ce qui va être fait, c'est qu'on va dire on va faire un dispositif exceptionnel, pas au sens strict exceptionnel, mais qui donne des pouvoirs supplémentaires à la police, notamment de contrôle des sacs et des véhicules des personnes. Et le gouvernement de l'époque nous dit ne vous inquiétez pas, ce sera réservé uniquement pour le terrorisme, et certaines infractions connexes au terrorisme dans leur esprit, comme du trafic de drogue, ce genre de choses. Enfin, j'attends de voir le lien entre les deux, de façon sûre et certaine, mais voilà, c'est comme ça que c'est présenté. Et on nous dit que ce dispositif ne sera valable que pour 2 ans, donc jusqu'en 2003. Évidemment, qu'est-ce qui se passe au bout de 2 ans ? Eh bien, le dispositif est pérennisé, et ce dispositif va être utilisé à partir de 2018 contre les Gilets jaunes lors des manifestations hebdomadaires du samedi. Donc voilà ce qui est fait au nom du terrorisme en 2001 en France. Comment l'obsession sécuritaire fait muter la démocratie. Par Giorgio Agamben, philosophe. La formule « pour raison de sécurité » for security reasons, per ragioni di sicurezza, fonctionne comme un argument d'autorité qui coupe en cours à toute discussion, permet d'imposer des perspectives et des mesures que l'on n'accepterait pas sans cela. Il faut lui opposer l'analyse d'un concept d'apparence anodine, mais qui semble avoir supplanté toute autre notion politique, la sécurité. C'est un texte qui est passionnant.
sur lequel j'ai beaucoup de points non pas de désaccord, mais de discussion ou de dialogue avec Agamben. Je pense qu'il faut comprendre le moment auquel il écrit ce texte. Enfin, il est publié dans vos colonnes en janvier 2014, et lui, l'une des grandes distinctions qu'il fait dans ce texte, c'est la distinction entre l'exception et la sécurité. Les procédures d'exception et les raisons de sécurité. Et lui, il cherche à décrire l'état du droit, l'état des dispositifs policiers, dans une période, en 2014, où on n'est pas encore dans l'état d'exception, d'un point de vue, on va dire, formel. C'est-à-dire que l'état d'exception, à savoir, en France, l'état d'urgence, n'interviendra qu'en novembre 2015. Donc presque 2 ans après l'intervention de son article. Et donc moi je pense qu'il essaye de décrire une lame de fond, à travers notamment la loi dont on vient de parler, loi sécurité quotidienne de 2001, diverses lois antiterroristes ou sécuritaires qui se sont empilées au fil des années, au cours de cette période. Il cherche à décrire la construction d'un appareil de contrôle policier permanent qui résulte de l'empilement de ces lois-là. Il fait cela parce qu'à mon avis, à ce moment-là, on n'est pas dans l'exception au sens strict. Et je pense que s'il avait écrit son article après novembre 2015, examinant la situation française, je pense qu'il n'aurait pas proposé cette distinction franche entre procédure d'exception et raison de sécurité. Considérons à présent les dispositifs biométriques, qui sont l'un des aspects les plus inquiétants des technologies sécuritaires actuelles. La biométrie est apparue en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le criminologue Alphonse Bertillon, 1853-1914, s'appuya sur la photographie signalétique et les mesures anthropométriques afin de constituer son « portrait parlé », qui utilise un lexique standardisé pour décrire les individus sur une fiche signalétique. Peu après, en Angleterre, un cousin de Charles Darwin et grand admirateur de Bertillon, Francis Galton, mit au point la technique des empreintes digitales. Or, ces dispositifs, à l'évidence, ne permettaient pas de prévenir les crimes, mais de confondre les criminels récidivistes. Alors, Giorgio Agamben pense dans ce texte la destruction du politique et de la démocratie parce que l'identité des citoyens ne résulte plus de ce qu'on pourrait appeler leur capacité à être au monde, à être avec les autres, à projeter quelque chose dans l'espace public, mais résulte, dit-il, d'aspects biologiques de leur identité. C'est-à-dire qu'en fait, pour Giorgio Agamben, il y a une réduction de l'identité, de la citoyenneté, vers un dispositif, par exemple, type ADN, empreinte digitale ou biométrique à travers la capture de l'iris de l'œil. Je pense que la destruction du politique résulte aussi d'autres facteurs, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça habitue tout un chacun à se soumettre à des dispositifs de contrôle biométriques tenant à des manifestations extérieures du corps humain. Et donc aujourd'hui, on s'y est tous parfaitement habitués, à travers par exemple le passage des frontières en présentant une empreinte digitale, l'obtention d'une carte d'identité en présentant également des dispositifs biométriques, etc. Alors malheureusement, on s'est parfaitement habitué à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait référence à un épisode qui a eu lieu à la fin du XIXe siècle, à l'initiative notamment d'Alphonse Bertillon. Alors Bertillon, il est très très connu parce que il a inventé le bertillonnage, mais aussi il a contribué à la condamnation du capitaine Dreyfus, faut pas l'oublier, parce que c'est lui qui avait certifié que le fameux bordereau sur le fondement duquel Dreyfus a été condamné était bien de sa main. Ça c'est un événement historique, mais qui nous invite à nous méfier du personnage. Mais il imagine aussi avec d'autres le recours aux empreintes digitales que lui finalement ne va pas trop aimer, ne va pas vouloir développer. Mais en tout cas, ça va être imaginé dans une perspective qui est celle de confondre les récidivistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'invention des fichiers de police à l'initiative de Bertillon, le recours à des manifestations extérieures du corps humain. Alors ça pouvait être à l'époque la forme du visage, mais rapidement les empreintes digitales. On ne peut pas comprendre la constitution de ces fichiers de police sans comprendre le débat qui a lieu en même temps en France sur le traitement des récidivistes. Et on se dit, on va punir sévèrement les récidivistes, parfois même en les envoyant au bagne. Enfin, c'est la logique fin 19e, etc. Donc il y avait déjà ces débats sur la récidive, mais le problème c'est comment savoir qu'une personne est un récidiviste, si elle a une autre identité. Eh bien on a besoin d'avoir une certitude sur l'identité des personnes. Donc voilà, dispositif qui est fait pour
des criminels et plus précisément même des vagabonds. Parce que la récidive, le bagne, etc., c'était prévu pour ce qu'on appelait à l'époque les vagabonds. Donc ce dispositif visant la délinquance, les récidivistes, etc., sera peu à peu étendu à l'ensemble de la population. C'est un processus qui prend du temps, hein, un siècle, mais on en est là aujourd'hui. L'état dans lequel nous vivons à présent en Europe n'est pas un état de discipline, mais plutôt, selon la formule de Gilles Deleuze, un état de contrôle. Il n'a pas pour but d'ordonner et de discipliner, mais de gérer et de contrôler. Après la violente répression des manifestations contre le G8 de Gênes en juillet 2001, un fonctionnaire de la police italienne déclara que le gouvernement ne voulait pas que la police maintienne l'ordre, mais qu'elle gère le désordre. Il ne croyait pas si bien dire. De leur côté, des intellectuels américains qui ont essayé de réfléchir sur les changements constitutionnels induits par le Patriot Act et la législation post-11 septembre préfèrent parler d'état de sécurité, security state. Mais que veut dire ici sécurité ? Au cours de la Révolution française, cette notion, ou celle de sûreté, comme on disait alors, est imbriquée avec celle de police. Deux points avec lesquels j'ai peut-être des désaccords avec George Agamben, c'est que George Agamben fait référence à la notion de sûreté et qu'il fait remonter au XVIIIe siècle. Il parle de Quesnay et des physiocrates et il évoque cette ambivalence entre la sûreté et la police. Ambivalence qu'on retrouve aussi par exemple dans des dispositifs alors qui n'existent plus, mais comme la Cour de sûreté de l'État. Et on a encore aujourd'hui certains services de police judiciaire qui traitent d'ailleurs beaucoup d'affaires politiques qui sont qualifiés de sûreté. Le terme de sûreté, il peut avoir un autre sens. Et moi, le sens, je dirais, émancipateur que je vois dans la notion de sûreté, qui peut s'autoriser d'une lecture progressive de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et l'idée que la sûreté, c'est la sécurité des citoyens contre l'État. Avec cette idée que la sûreté interdit à l'État de porter trop atteinte à vos libertés. Voilà la lecture que moi je fais du terme de sûreté. Alors, je dis pas que la lecture qu'en fait George Agamben est fausse, enfin je n'irai pas jusque-là, parce que c'est quand même un immense penseur, mais je pense que il le met du côté de la police et de l'État, et moi je pense qu'on pourrait utiliser la sûreté comme une garantie pour le citoyen contre l'État. Si l'on veut arrêter la dérive antidémocratique de l'État sécuritaire, le problème des formes et des moyens d'une telle puissance destituante constitue bien la question politique essentielle qu'il nous faudra penser au cours des années qui viennent. J'aimerais bien la voir à l'œuvre, cette puissance destituante. Enfin, je rigole pas, c'est-à-dire que moi, à titre personnel, je me sens très affecté par la violence de l'État. Enfin, je dis à titre personnel, à travers plutôt les personnes que je défends. Mais c'est vrai que depuis que j'ai l'âge de comprendre ce qui m'entoure et de dire quelque chose sur ce qui m'entoure, je critique, et plein de gens le font, les dispositifs d'exception. Il y a des gens, énormément, des syndicats, des militants, des journalistes, des écrivains, des citoyens qui se battent pour la défense des libertés. Et on voit que, d'une certaine manière, ça n'aboutit à rien. C'est-à-dire que, par exemple, l'idée, il y a encore quelques années, qu'on puisse juger en comparution immédiate certains délits de haine spécifiques, comme par exemple des délits racistes ou antisémites, qui doivent évidemment être condamnés, mais qu'ils puissent être jugés en comparution immédiate, cette idée-là était absolument inenvisageable. Et donc là, elle est passée récemment à la faveur finalement d'un désintérêt des citoyens et d'une accoutumance à ce qu'on fasse passer des dispositifs d'exception. Un élément d'optimisme pourrait être la lecture que j'ai pu faire personnellement du mouvement des Gilets jaunes. Enfin, parce que j'en ai été proche et je les ai beaucoup défendus avec d'autres avocats. Beaucoup des Gilets jaunes étaient des gens qui respectaient les institutions, la police, la justice, etc. Et nombre de Gilets jaunes ont été confrontés à la violence de la police et aussi à la violence de la justice, et ont vu que la police pouvait leur arracher des mains, des yeux, et que la justice pouvait les envoyer en prison. Et tout d'un coup, des gens, et souvent les familles, les proches, les parents, les maris, les épouses de ceux et celles qui étaient jugés en comparution immédiate, venaient à la salle d'audience et me disaient c'est la première fois que je rentre dans une salle d'audience. Ils me disaient mais
c'est pas possible que les magistrats leur parlent comme ça. Et ils ne pensaient pas qu'aux gilets jaunes jugés pour des manifestations, mais ils parlaient de n'importe qui, souvent des sans-papiers, des personnes précaires, etc., qui étaient jugés en comparution immédiate et à qui les juges parlent souvent, pas toujours, mais souvent, de façon un peu brutale. Les bousculent, parce que les juges aussi sont dans leur habitude, ils jugent ça tous les jours, donc pour eux c'est normal de parler comme ça, etc. Mais pour des gens qui viennent pour la première fois dans ces salles d'audience, eh bien non, ce n'est pas normal. Donc je me dis que ce genre d'événement, c'est-à-dire la confrontation directe entre une personne qui respecte l'État et ses institutions et la réalité de ces institutions-là, eh bien pousse les gens à devenir critiques. C'est-à-dire que lorsque des jeunes des quartiers populaires font face à la police, mais ils le savent depuis très longtemps, lorsque des gilets jaunes font face à la police, à la justice, eh bien on se rend compte qu'effectivement tout n'est pas évident et il y a peut-être là-dedans l'émergence de cette puissance destituante. Comme dit George Agamben, je sais pas, hein, mais peut-être qu'on pourrait y voir là certaines prémices, enfin du moins, espérons-le. Vous pouvez écouter la version lue intégrale de cette archive de Giorgio Agamben, Comment l'obsession sécuritaire fait muter la démocratie, et retrouver tous les épisodes du podcast et toutes les lectures d'articles sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr/audio. بزرگت میکنم یادت نمیاد لالا کن بوده باش رنگ پنبه که مادر رفته و اینجا چه سرده حالا من موندم و تو توی خونه عزیزم قلب تو خیلی جوونه لالا میگم لالا خوابت نمیاد بزرگت میکنم یادت نمیاد لالا کن بوده خوش رنگ پنبه لالا کن بوده خوش رنگ پنبه